Pour cette table ronde qui a pour titre Enseigner l'éloquence aujourd'hui. Donc, merci infiniment aux participants qui viennent de nous rejoindre. Et merci aux autres d'assister à la table ronde. Donc, on va fonctionner comme ça. Je vais présenter les participants et participantes et je vais résumer un petit peu d'où est venue l'idée de cette table ronde, d'où on est parti en fait. Les micros des autres gens dans le public sont coupés. Voilà, il va s'agir simplement pour vous d'écouter et d'écouter la parole circuler. Et à la toute fin de la table ronde, selon le temps qui nous reste, on gardera un petit temps d'échange. Donc vous pourrez à nouveau poser vos questions dans le chat ou bien demander la parole et on activera alors votre micro. Voilà. Alors je commence par présenter les 4 participants de la table ronde. Donc en premier lieu, donc je les présente par ordre alphabétique. En premier lieu, nous avons donc Olivier Barbaran, qui est docteur ès-lettres et doyen du groupe des lettres de l'IGSR. Ses travaux portent sur la poésie et notamment l'œuvre d'Aragon, pour laquelle il a assuré la direction de la publication des œuvres poétiques complètes pour la bibliothèque de la Pléiade. Il est écrivain et critique littéraire lui-même, et une anthologie a réuni ses premiers recueils sous le titre « Odes dérisoires » chez Poésie Gallimard. Il est lauréat du prix Apollinaire, notamment pour son recueil « Un grand instant » publié chez Champvallon en 2019. Il assure une chronique régulière de poésie pour la revue Europe. Et par ailleurs, il s'est exprimé sur la question de l'éloquence, qui n'est pourtant pas son champ de recherche originel, dans un article du Monde diplomatique de novembre 2018 qui s'intitule « L'éloquence ou le bagou ?» Et je vais revenir après sur cet article, puisque c'est à partir de cet article que nous avons eu l'idée de cette table ronde. Ensuite, donc, je vous présente Pierre Chiron, qui est professeur émérite de langue et littérature grecque à l'Université Paris-Est Créteil-Marne-la-Vallée, IUF senior, spécialiste de la rhétorique et de ses liens avec la politique, la philosophie, mais aussi l'enseignement, traducteur et commentateur de la rhétorique d'Aristote, et il est notamment l'auteur d'un petit manuel de rhétorique ou comment faire de l'élève un citoyen, paru aux Belles Lettres en 2018. Je vous montre le livre, je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran. Mais voilà, donc petit ouvrage qui est très intéressant et ludique aussi à lire. En fait, dans ce petit ouvrage, il essaye de voir comment les progymnasmata, donc les exercices de rhétorique à visée éducative, peuvent être remis au goût du jour actuellement et adaptés à l'école. Voilà. Et donc, Pierre Chiron a également été responsable d'ateliers concours d'éloquence à l'université de Marne-la-Vallée. Ensuite, donc, je vous présente également Guillaume Prigent, qui est délégué général du think tank juridique qui s'appelle le Club des juristes. C'est son emploi principal. Mais il est également enseignant à Sciences Po et à l'école de guerre et formateur en prise de parole. Il a été formateur en prise de parole dans un cabinet de conseil en stratégie de communication entre 2014 et 2016. Et avant cela, il a lui-même été lauréat de 2 concours d'éloquence dans le cadre de sa scolarité à Sciences Po. Puis, il a été juré, entre autres, des concours Eloquentia, qui se passent principalement à Paris 8, mais aussi à Nanterre. Il a participé au documentaire À voix haute, la force de la parole en 2017, et il est l'un des créateurs de l'émission Le Grand Oral sur France 2, qui est un concours d'éloquence, qui est une émission qui reprend sous forme télévisée le principe des concours d'éloquence. Et il est aussi l'auteur d'un ouvrage sur l'éloquence qui s'intitule Avoir raison avec Schopenhauer, publié en 2017. Et enfin, je vous représente, puisqu'on l'a déjà vu et entendu, Anne Vibert, qui est inspectrice générale du groupe des lettres et qui était auparavant maîtresse de conférences en littérature du 19e siècle. Elle a écrit une thèse intitulée L'éloquence parlementaire sous la monarchie de Juillet, Guizot, Thiers, Tocqueville, soutenue en 2000. Elle est l'autrice de plusieurs articles, dont l'un qui s'intitule L'éloquence révolutionnaire, modèle ou contre le modèle pour l'éloquence politique du 19e siècle, qui a été publié en 2002. Et en tant qu'inspectrice générale, elle est amenée à intervenir dans le cadre de séminaires de formation académique ou de séminaires nationaux destinés aux inspecteurs et aux formateurs. Voilà. Donc, on a à la fois le volet professorat, le volet inspecteur, le volet universitaire, et puis le volet cabinet de conseil, club des juristes. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut discuter de tout ça. Alors, je vais vous parler un petit peu pour vous situer le point de départ, l'article d'Olivier Barbaran qui s'appelle « L'éloquence ou le bagou », puisque justement, on va repartir de là.
Alors, le début de l'article retrace l'histoire de la prise de distance de la littérature avec les modèles rhétoriques depuis la Révolution, ce qui s'inscrit parfaitement dans la poursuite de ce que présentait Patrick Brazard tout à l'heure, et plus encore depuis le début du 19e siècle à travers les réformes successives qui touchent l'enseignement. Donc en fait, la littérature nationale va remplacer le paradigme classique et l'âge de l'éloquence semble révolu. Pourtant, aujourd'hui, actuellement, l'éloquence revient à la mode, et pas seulement dans le cercle fermé des juristes, puisque les grandes écoles, les universités, mais aussi les lycées, parfois les collèges, se dotent de concours d'éloquence qui s'accompagnent de tout un appareil de formation sous forme d'ateliers, de manuels, de tutoriels également, tutoriels vidéo. Et ils sont diffusés au grand public, ces concours, à travers des captations postées sur la plateforme YouTube ou encore des documentaires, comme À voix haute, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou même des films de fiction, comme le film Le Brio avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil, par exemple. Il n'est pas rare que dans ces manifestations soit fait mention de la filiation de l'éloquence, de cette éloquence avec les modèles antiques. Et pourtant, d'après Olivier Barbaran, on ne saurait y voir un renouveau de ce modèle. Lui, peut-être qu'il pourra confirmer tout ça tout à l'heure, il y voit deux courants dans cette nouvelle mode des concours d'éloquence. Un courant qui est plutôt lié au monde de l'entreprise et qui met en avant l'utilité sociale de la maîtrise de l'éloquence dans le cadre de la formation des managers, et un autre courant plutôt militant qui met en avant la démocratisation du discours et la maîtrise de la parole comme possible ascenseur social. Et donc la possibilité offerte aux minorités de trouver une place via cette parole dans l'espace public. Alors pourquoi est-ce que ces deux courants apparemment antagonistes sont en fait complémentaires ? C'est selon lui l'ambiguïté de l'ère libérale-libertaire qui fait croire que les normes sociales en vigueur sont parfaitement compatibles avec la réalisation de soi et de tous et toutes. Le corollaire de cette observation du point de vue de la forme, c'est que l'esthétique dominante est celle du stand-up, donc un style uniformisé, mondialisé, qui puise ses sources chez les comiques américains et leurs imitateurs, ainsi que dans les médias. Donc, si l'article vous intéresse, vous verrez qu'il cite à l'appui de son propos, quelques exemples de punchline, comme on dit, rencontrés dans les concours d'éloquence. Cet art du bagou ne connaît pas... Olivier Barbaran termine en disant que cet art du bagou ne connaît pas de forme concurrente parce qu'à côté de ces manifestations, l'école ne propose pas de véritable formation à la parole. Sachant que le grand oral du bac qui fait débat en ce moment ne s'apparente pour lui qu'à un exercice superficiel. Pourtant, selon lui, des solutions existent pour combler ce besoin, ce désir de maîtrise de la parole. Et cette envie de parler pourrait devenir un levier pour étudier le style des auteurs, qui serait alors envisagé comme tremplin pour construire sa propre parole, pour inventer sa voix, comme il dit, et pas seulement un prétexte pour des exercices académiques. Et ce serait également l'occasion d'apprendre à maîtriser les codes, mais aussi à explorer les écarts par rapport à ces codes. Et donc, je termine par une formule d'Olivier Barbaran que moi, j'ai beaucoup aimée dans cet article, qui résume le rôle du professeur de français, à savoir faire en sorte que chacun habite sa parole singulière. Donc, en fait, je vais commencer par inviter Olivier Barbaran à prendre la parole sur cet article et éventuellement à poursuivre un petit peu, notamment qu'est-ce que vous entendez par ces solutions qui existent pour combler ce besoin de maîtrise de la parole. Qu'est-ce que vous entendez par donc faire en sorte que chacun habite sa parole singulière, et voilà, enfin tous les compléments qui vous paraîtront utiles, et ensuite on pourra en discuter avec les autres participants. Merci beaucoup, merci de cette invitation, merci aussi de donner pour assise un texte qui est à peu près tout ce que ma réflexion peut avoir livré sur un domaine qui n'est pas mon champ de compétences, comme vous l'avez rappelé, et je tiens tout d'abord à m'en excuser. Si je suis intervenu sur ce champ, c'est simplement à un moment précis que je vais peut-être recontextualiser parce que je crois que c'est important, ce qui me permettra aussi de dire ce que je pense de l'état de l'école aujourd'hui sur cette question de l'oral. J'ai donc choisi de m'intéresser à l'éloquence au moment même où nous n'avions pas encore défini les formes d'un grand moment d'oral qui se saisissait du système éducatif français et qui constatait lui-même, et nous en étions bien d'accord, qu'il était tout à fait insuffisant et que cet enseignement n'existait pas dans le système éducatif français. Mais nous n'avions pas encore défini les formes et formats de ce que pourrait être un grand oral au baccalauréat, dont je ne crois pas du tout aujourd'hui qu'il soit superficiel, ni même alors, mais dont je m'inquiétais si jamais cet exercice qui est en train de se mettre en place et qui ne suffit pas à lui seul à résumer évidemment une pédagogie de l'oral, mais nous savons bien que dans le système éducatif français, il faut qu'il y ait une épreuve pour qu'il y ait quelque chose comme un saisissement par la machine. Donc la présence d'un oral différent des oraux statutaires habituels et la nécessité de sa préparation faisait qu'il y avait véritablement un moment dont nous ne sommes pas sortis, où le système éducatif français s'intéressait enfin
à la question de l'enseignement de l'oral, autrement que dans le pseudo-oral du pseudo-cours dialogué ou du monopole de la parole du professeur, ou encore par la logique que l'on connaît, que je rappelle à tous, de l'exposé, qui était une manière de mettre l'élève devant le défi d'une montagne considérable, mais dont on ne lui avait pas appris à gravir les marches une à une. Il devait faire une prestation complète sans jamais qu'il y ait eu d'apprentissage. Nous étions donc à l'époque en 2018, rien n'était défini du grand oral du baccalauréat, et la grande vogue en effet de l'éloquence semblait donner le vent en poupe à un oral de baccalauréat qui serait déconnecté des enseignements disciplinaires et des contenus, ce qui n'est pas du tout le cas du grand oral aujourd'hui. Alors, libre à vous de le trouver peut-être insuffisamment rhétorique, mais pour ce qui nous concerne, on le trouve au moins greffé sur de la mémoire et des contenus et des savoirs, ce qui nous permet de dire que le péril que je pointais, que je souhaitais pointer par cet article, me paraît désormais un peu derrière nous pour ce qui concerne évidemment au moins le grand oral. Pour ce qui est de l'analyse que j'ai essayé de faire, là encore, dans la mesure de mes moyens, et non pas en spécialiste de la rhétorique, mais au moins en enseignant, en généraliste d'enseignement, me semblait effectivement pointer, vous avez fort bien résumé ce que j'avais essayé de penser à ce moment-là sur les deux courants qui existaient. Qu'est-ce qu'il est permis d'en dire aujourd'hui de cet article, ou plutôt à la suite de cet article? Bon, d'abord, d'une part, que le modèle du concours d'éloquence a cependant pu se développer dans le système éducatif français au point qu'il est devenu un peu substitutif pour certains d'une réflexion sur la pédagogie de l'oral. Et là encore, je vais parler depuis le lieu qui est le mien, c'est-à-dire celui plutôt de la didactique de ma discipline plutôt que de l'éloquence en général. Nous avons l'habitude, et ma collègue et amie Anne Vibert, je pense, pourra confirmer mes propos si besoin était, de voir que dans le système éducatif, on a souvent tendance à inventer des dispositifs pour ne pas atteindre le cœur de la pédagogie. C'est-à-dire que l'un des dangers que je vois aussi à cette manie des concours qui a pu s'emparer de certaines équipes pédagogiques, c'est une manière de reléguer l'exercice de l'oral dans des dispositifs qui permettent aussi de continuer à faire cours comme avant, alors que la question évidemment de l'enseignement de l'oral et d'un enseignement de l'éloquence ne se limite évidemment pas à l'inscription à certains concours avec toutes les limites de la pédagogie des concours. Voilà donc déjà un premier point, c'est-à-dire que le moment éloquence n'a pas atteint, à mon avis, le moment de réflexion sur l'éloquence et sur l'importance de l'enseignement de l'éloquence tel qu'il pourrait exister. Alors, puisque le risque, finalement, est doublement écarté parce que, d'une part, on ne va pas faire une transmission de l'éloquence en classe, une réflexion sur l'éloquence en classe, mais qu'on a des dispositifs plutôt qui accompagnent et qui permettent de faire cours en français comme ailleurs, comme avant, sans se poser la question de l'oral des élèves, d'une part, et que de l'autre, le concours de d'éloquence a montré, je crois, un peu ses limites, même s'il continue de se développer un peu considérablement. Quels seraient les enjeux pour nous? Eh bien, il y a bien un moment où le système éducatif, et c'était ça qui m'importait, s'est saisi de l'oral. Et il continue de le faire. Nous sommes désormais plutôt dans une autre préoccupation. En tout cas, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est moins les formes de cet oral dont j'ai pu dénoncer les grandes limites, et elles sont considérables, de connivence culturelle, de refus du contenu, de démonstration de virtuosité d'un côté ou de manifestation d'une sincérité profonde de l'autre, de récitation de conformité idéologique lorsque les grands oraux se donnent pour mission de dénoncer tel ou tel point que la morale de l'époque évidemment valide, et donc où on ne fait que réciter des lieux communs. Voilà, tous ces défauts-là, je les ai pointés. Ce qui me semble aujourd'hui relever des préoccupations qui sont les nôtres en lien avec l'éloquence, c'est que justement l'enseignement de l'oral ne se nourrit pas tellement de la culture de l'éloquence. Ce qu'on voit apparaître à propos du grand oral, comme à propos de la réflexion que tente de mener le système éducatif sur un enseignement de l'oral, c'est une question qui se pose très souvent et qui ne se pose pas pour l'oral dans l'éducation, c'est-à-dire comment faire des exercices sans que ces exercices ne dérivent dans le technicisme et sans qu'on débite évidemment l'éloquence et la capacité d'éloquence à des micro-compétences toutes ponctuelles qu'on viendrait valider qui feraient l'objet d'un enseignement. Ce que je crains, c'est un enseignement de l'oral sans mémoire de l'éloquence, si j'ose dire. Nous avons quand même une tradition de réflexion, dont je ne suis pas spécialiste, mais qu'il faut quand même un peu connaître, qui pourrait nourrir une didactique et une pédagogie de l'oral, et on en est bien loin. Et je crois qu'il faut dissocier radicalement les concours d'éloquence avec ce que je pourrais penser de ce que serait un enseignement de l'oral nourri d'une culture de l'éloquence dont, à l'heure actuelle, ni les professeurs de lettres, qui sont des généralistes, ne disposent, sauf cas particulier, d'un groupe personnel qui les a conduits à travailler là-dessus, ni, et a fortiori, les professeurs des autres disciplines pour l'enseignement secondaire segmenté en champs disciplinaires. Si bien qu'on risque de retrouver dans la moulinette des disciplines, chacun cherchant le point d'appui
d'un démembrement des compétences fondamentales ou des capacités fondamentales de l'éloquence, qui serait d'un côté le travail sur la seule élocutio, de l'autre le travail sur la seule linuentio, sans jamais les mettre en relation. Et encore, quand je dis linuentio, je suis gentil. Ce que je crains, pour le dire un peu brièvement, 2 ans après cet article, c'est plutôt qu'un souci pédagogique ne transforme en technicisation d'exercices un oral qui s'enseigne plutôt par des oraux et que les exercices oraux eux-mêmes, débités en autant de micro-compétences, ne donnent lieu à des interrogations sur le placement du corps. Alors, le professeur que je suis, que je demeure, et le littéraire que je suis, a bien entendu été frotté de théâtre dans sa formation, donc je ne suis pas du tout insensible à l'idée que la question du placement de la voix ou de la disposition du corps soit fondamentale ces questions soient fondamentales dans des apprentissages. En revanche, faire un atelier exclusif de placement de la voûte plantaire pour pouvoir ouvrir soudain l'éloquence et la parole des élèves, et je vous assure que je ne caricature pas, me paraît dénué de tout fondement et évidemment limiter la possibilité de penser que l'inuentio est peut-être le socle tout de même d'une pensée qui se déploie et qu'il faut d'abord la nourrir. Alors les deux points que je rajouterai à cet article seraient les suivants, serait de dire que ce qui nous fait question aujourd'hui, c'est plutôt de pouvoir inventer une pédagogie de l'oral. Et ce que nous souhaiterions, c'est que cette pédagogie de l'oral puisse se soutenir d'une culture de la rhétorique et d'un retour à la réflexion sur la rhétorique. Non pas que je crois que les formes de l'éloquence telles qu'elles ont pu exister dans une société donnée soient exactement celles que réclame la formation des jeunes d'aujourd'hui, mais dans tous les cas, pour que nous puissions avoir des professeurs qui évitent les erreurs de 2 millénaires et demi de réflexion sur le sujet pourrait leur permettre d'éviter. Je crois finalement que ma réflexion pourrait se limiter à un seul point. Dans le Cicéronien d'Érasme, j'ai retrouvé cette formulation qui me paraît correspondre à ce que je pense aujourd'hui, c'est-à-dire j'approuve l'imitation, mais alors l'imitation de quoi? De quel discours dominant? De quel discours voulons-nous que les élèves soient porteurs? C'est ce que j'ai essayé d'énoncer dans cet article. J'approuve l'imitation, mais uniquement qui seconde la nature et ne la violente pas, celle qui corrige les dispositions naturelles, mais ne les empêche pas de s'exprimer. Et je crois que, comme inspecteur général, cette fois, si j'avais une recommandation à faire, c'est que peut-être qu'une pédagogie de l'oral que nous cherchons soit d'une part nourrie d'une culture mémorielle de la tradition rhétorique, d'une réflexion sur le renouveau de cette rhétorique qui ne se limite évidemment pas à des concours d'éloquence et qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec. Et enfin, une réflexion qui pourrait se permettre de penser que avant d'inventer des exercices hyper codifiés et eux-mêmes démultipliés et démembrés en micro-compétences, la première recommandation que, comme inspecteur général, j'aurais envie de faire aux collègues et que j'espère que nous parviendrons à le faire, c'est qu'il faut, dans l'espace de la classe et non pas dans des dispositifs concursifs, dans l'espace de la classe lui-même, d'abord commencer à entendre et que peut-être le premier geste fondamental, c'est celui de l'écoute. Lorsque les élèves se seront exprimés, qu'on aura pu leur permettre de s'exprimer, alors nous pourrons peut-être commencer une pédagogie de l'oral avant même d'avoir décidé de codifier dans des formes ou des normes discursives qui ne sont pas les leurs, ce qu'il faut de corriger. J'espère n'avoir pas été trop long. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces compléments qui nous ont permis d'entendre un petit peu des précisions et puis éventuellement la manière dont vous vous situez maintenant par rapport à cet article de 2018. En fait, je vais peut-être donner, si ça va à tout le monde, je vais peut-être donner la parole tout de suite à Pierre Chiron parce que quand vous avez parlé d'exercices concrets, en fait, ça m'a fait penser effectivement à ce qu'il propose dans son manuel. Donc, je ne sais pas, est-ce que Pierre Chiron, vous voulez bien nous en dire plus et vous situer par rapport à ce qu'a dit Olivier Barbarin? Oui, je voudrais insister sur trois points qui me paraissent importants. D'abord, je crois qu'il ne faut pas minimiser le modèle grec. Dans l'article d'Olivier Barbaron, il est surtout question d'éloquence romaine. Or, la source vivante de la rhétorique, c'est la démocratie grecque, c'est-à-dire la période classique des 5e et 4e siècles. Ça, c'est une chose importante. Une deuxième chose importante, toujours pour ce rappel un peu historique, c'est que la rhétorique dont nous avons hérité n'est pas rhétorique, elle est rhétorico-philosophique. L'auteur du principal traité de rhétorique, qui nous soit parvenu de la période classique, c'est un traité qui est écrit par un philosophe, Aristote. Et c'est tout à fait capital parce qu'avec Aristote, il n'est pas question du tout d'oublier l'inuentio, le récis. Ça, c'est une chose vraiment importante. Je crois que la source, nous l'avons. Ce n'est pas une source rhétorique, ce n'est pas une source stylistique, c'est une source rhétorico-philosophique, c'est-à-dire toute la réflexion qu'on peut tirer du débat et même de la polémique
entre les rhéteurs et les philosophes. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, peut-être plus importante encore, c'est que l'approche rhétorique, à mon avis, est absolument nécessaire aujourd'hui, y compris pour les gens qui, comme moi, sont amoureux de la littérature. Je trouve que la sacralisation de la littérature a tué la littérature. Or, si on adopte une démarche qui est une démarche rhétorique, la littérature reprend sa véritable place. C'est-à-dire que si on demande à un enfant de faire un discours, si on l'aide en lui procurant des formes discursives, eh bien, petit à petit, on va lui fournir des modèles. Et ces modèles, il les abordera non pas dans une, dans une optique de révérence, mais de collègue à collègue. On va chercher chez les grands auteurs des modèles d'expression. Et je crois que là, la contradiction entre la forme et le fond, la contradiction entre l'expression des idées et l'expression la plus intime du moi, cette contradiction disparaît complètement. La troisième chose que je voulais dire en réaction à l'article très intéressant de Olivier Barbaran, c'est qu'une chose à côté de laquelle nous risquons vraiment de passer, c'est que cette formation du citoyen, c'est une formation qui demande beaucoup de temps. J'ai fait la liste dans mon petit livre des formes discursives dont les exercices, avec lesquels les exercices permettent de nous familiariser. Ce sont toutes, à mon avis, c'est une encyclopédie pratique qu'on a là. Il y a la narration, la description, le dialogue, etc., etc. Je ne vais pas refaire la liste, mais nous avons là toutes les formes discursives qui peuvent nous servir, non seulement en tant que citoyens, mais aussi en tant que personnes, y compris vous savez que la théorie rhétorique à la fin de l'Antiquité, sous l'Empire romain, s'est généralisée et est devenue une formation totale. Et je crois que ce qui se joue dans ces exercices, c'est nos capacités de communication dans la vie, bien sûr la vie politique, dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. Donc, je plaide pour que cette formation soit structurée, réimplantée dans l'éducation, mais dans le temps long, avec tout l'investissement de compétences qui permettra d'éviter que ce soit du cirque. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que ce bagou, moi j'ai été invité il y a quelque temps à faire partie d'un jury d'un concours d'éloquence qui était ouvert à des élèves de collège. C'était pathétique. On faisait faire à des gamins des numéros qui s'apparentaient au stand-up, au cirque, au numéro de claquettes, etc. Il y a là des dérives qui sont déshonorantes pour tous les pédagogues français. Voilà, je me borne à ces 3 points et je passe la parole aux autres. Merci beaucoup. Après, évidemment, Olivier Barbaran, vous pourrez prendre la parole pour répondre éventuellement à. Mais on va peut-être demander donc à Anne Vibert son point de vue en tant qu'inspectrice générale, puis après je demanderai à Guillaume Prigent. Oui, pour l'instant, dans l'immédiat, je crois que mon point de vue sera assez proche pour cause. Mais non, peut-être pour ajouter un petit quelque chose de différent ou pour ajouter une précision, je crois qu'on a aussi une difficulté aujourd'hui avec simplement le mot éloquence, parce que c'est assez curieux. Et d'ailleurs, je voulais me permettre de citer quelque chose, puisque en 2000, j'avais organisé un colloque, et donc Patrick Brazard y était, sur l'éloquence judiciaire. Un peu après, les actes sont parus en 2003, et je disais à l'époque, comment peut-on s'intéresser à l'éloquence judiciaire? Il faut bien le reconnaître, l'éloquence ne fait plus partie de notre horizon culturel de citoyen du début du XXIe siècle. À qui enseigne-t-on aujourd'hui l'art de persuader par la parole? Bon, c'est assez curieux, de 20 ans après, de voir que l'éloquence est partout. C'est une mode, mais le problème, c'est que sous le terme d'éloquence, effectivement, on ne sait pas trop ce qu'on met. Donc, Olivier a déjà donné un certain nombre d'éléments dans son article, mais bon, bien sûr, on a la communication à finalité professionnelle, donc celle des managers, mais on a aussi l'empowerment de ceux qui entendent prendre la parole pour se faire entendre dans le débat démocratique, ou tout simplement dans l'espace public, et qui entendent prendre en main leur propre destin.
et s'affirmer en tant que dominé. Là qu'on a une parole militante et agissante qui va prendre des formes extrêmement variées, puisqu'on a aussi des nouvelles formes d'expression orale, du rap, du slam, du spoken word, enfin, qui est de l'ordre de la performance. Tout ça, c'est englobé sous le nom d'éloquence. Il n'y a qu'à voir ce que propose le programme Eloquentia, puisqu'il dit que j'avais relevé aussi, toutes les formes de prise de parole sont admises durant les concours Eloquentia, sans jugement de valeur, plaidoirie, poésie, rap, stand-up ou encore slam. Le choix du style de discours se fait à discrétion des candidats. Tout ça donc embarqué sous le vocable éloquence finalement. Mais on pourrait rajouter encore d'autres choses, des déclinaisons de l'éloquence liées à l'injonction du développement personnel, à l'accomplissement de soi. Donc finalement, trouver sa voix VOX et trouver sa voix VOIE. Comme il semble que l'écrit la parole engage tout l'individu, l'intellect et le corps, l'intelligence relationnelle. Donc voilà, on a des formes encore qui vont jusqu'à tout simplement la recherche de son moment de gloire sur les réseaux sociaux, une parole qui permet non seulement de se faire entendre, mais plutôt de briller, d'étonner, de faire rire. Donc tout ça, je pourrais donner de multiples exemples, il faudrait l'étudier de manière un petit peu plus précise, mais il y a toute une nébuleuse, tout est mêlé, une parole agissante, une expression personnelle, un accomplissement de soi, le désir de briller, mais on ne sait plus très bien de quoi on parle. Et ce qui m'interroge, moi, c'est le succès du mot. Finalement, c'est assez surprenant parce que le mot, autour des années 2000, le mot était totalement désuet. C'était quelque chose qui pouvait être sorti quasiment d'usage. Or là, aujourd'hui, comment comprendre le retour du mot et comment aussi, justement, donc et que mettons derrière exactement. Donc c'est ça aussi qu'il faudrait peut-être le redéfinir, effectivement, et du coup redéfinir ce qu'on souhaite enseigner derrière le mot. Donc je rejoins ainsi sur Pierre Chiron et puis aussi bien et Olivier Barban, dire qu'il faut renourrir l'éloquence de tout ce dont elle devrait hériter et peut-être ne pas l'étendre à tout, finalement, les arts de la parole de manière très large, ne pas s'en tenir non plus, se servir de cette référence nostalgique au passé, finalement, qui est plutôt vendeuse, et essayer de préciser d'abord de quoi on parle. Et pour terminer sur l'enseignement, effectivement, il y a deux choses dans l'enseignement. Il y a du côté, effectivement, une redécouverte de la littérature sous une forme orale, c'est-à-dire tout ce qui est lecture à haute voix, tout ce qui est mise en voix du texte, et c'est effectivement qui avait été largement abandonné, et qui va jusqu'à des mises en voix qui sont des performances artistiques. Donc ça, je pense que ça fait aussi partie de la manière dont on peut revivifier l'enseignement de la littérature. Et puis de l'autre côté, il y a ce que j'appellerais l'éloquence proprement dite, qui doit se nourrir de rhétorique, et donc les exercices que propose Pierre Chiron sont beaucoup plus de ce côté, et qui notamment doit prendre en compte tout l'inuentio, tout le raisonnement, tout ce qui est de l'ordre de la formation de la pensée, et peut-être aussi de la question des idées dans l'enseignement de la littérature. Donc, et puis, je rajouterai, mais on en reparlera peut-être aussi, de la question des valeurs, finalement, au nom de quoi parle-t-on ? Est-ce que c'est simplement pour briller, pour obtenir un prix qu'on aura obtenu avec tous les moyens, y compris peut-être les moins moraux, finalement, ou est-ce qu'il y a un enjeu à cette parole ? Bon, voilà, pour essayer d'ajouter encore d'autres éléments, mais je suis vraiment tout à fait sur la même ligne de ce qui a été dit précédemment. Merci beaucoup. On va demander peut-être à Guillaume Prigent de donner son propre éclairage, puisque vous venez quand même d'un tout autre secteur. Alors, normalement, j'ai activé son micro, mais je vais le refaire. Peut-être qu'il faut que lui l'active. Bonjour. Voilà, parfait. C'est déjà, merci beaucoup de l'invitation. Et je vais effectivement avoir un point de vue beaucoup moins connaisseur, mais très terrain, comme on dit de manière laide, c'est-à-dire très praticien, puisque j'ai jugé principalement des concours d'éloquence, j'en ai jugé des centaines, que ce soit dans les grandes écoles, que ce soit dans des collèges, que ce soit dans des universités, etc. Effectivement, je rejoins à peu près tous les constats qui sont faits. Alors,
Pour moi, il y a trois choses que je souhaiterais dire. La première, c'est effectivement sur l'éloquence judiciaire, qui a gardé vivante pendant des décennies en France une tradition de l'éloquence dans un monde très fermé, qui était celui de ce qu'on appelle la conférence du stage. Chacun des barreaux dispose de ce qu'on appelle une conférence. Ce sont des avocats qui sont chargés de la défense pénale d'urgence, dit autrement de la défense de ce qu'aucun avocat commis d'office n'accepte de défendre. Donc, ce sont des avocats qui ont juré de défendre l'indéfendable. Et eux ont maintenu entre eux une tradition de formation très informelle. Pour vous donner un exemple, il y a 12 secrétaires à Paris et tous les ans, il y a un déjeuner ou un dîner de tous les premiers secrétaires, de tous les deuxièmes, troisièmes, etc. Et ils continuent à se former entre eux. Vous pouvez avoir côte à côte un avocat qui a 40 ans de barre et un jeune avocat qui en a 23, 24, 25 et qui va en fait être formé dans ce cadre-là. Et les gens qui candidatent et les gens qui gagnaient ces concours étaient d'ailleurs éminemment formés en amont par d'autres pairs très expérimentés. Donc il y avait ce petit monde très fermé. De mon point de vue, de mon sentiment pour y avoir assisté, l'éloquence est revenue à la mode. Le monde du droit le gardait pour lui. Il y avait les universités de droit, les concours Lysias, Logos, Opnios, etc. Et c'était très fermé. Comment c'est revenu pourquoi ça a commencé à diffuser? Il y a un phénomène qui est assez intéressant. En tout cas, pour moi, c'est né à Sciences Po parce que beaucoup d'anciens élèves de Sciences Po partent en troisième année de licence dans des facultés étrangères, notamment anglo-saxonnes, et où il y a là-bas des houses, où il y a des débats hebdomadaires très cadrés. Et plusieurs étudiants de Sciences Po sont revenus en 2008 à Sciences Po en disant à la direction de l'école, il est anormal que vous nous demandiez de devenir des cadres, des dirigeants, sans nous fournir l'enseignement en prise de parole en public, alors que nos équivalents anglais et américains, eux, en disposent. Et ça nous fragilise derrière lorsqu'on doit être opposé à eux. Donc, ils ont recréé un concours d'éloquence et en moins de 2 ans, HEC, ESSEC, ESCP et une quantité de grandes écoles d'abord, puis d'universités ensuite, ont pris le mouvement. Ce qui s'est passé à l'époque historiquement, et ce qui explique peut-être aussi le constat que vous faites tous, notamment l'article d'Olivier Barbaran que j'ai trouvé très très éclairant, c'est qu'on n'avait tout simplement pas de professeurs. Moi, je vous donnais mon cas. Lorsqu'on a fondé notre club d'éloquence, on était 3 pelés, 2 tondus, et on s'est regardé en se disant bon, on veut se former. On n'a pas d'enseignants, on est à Sciences Po, on n'est pas à l'université, on n'a pas de professeur de rhétorique, on n'a pas de professeur de lettres classiques, on n'a pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est pris quelques anciens cagneux, on est allé rechercher dans nos cours Aristote, on est allé rechercher Cicéron, on est allé rechercher 2-3 articles et on a essayé de construire notre corpus. Et donc, ça s'est fait de manière totalement artisanale et sans aucune forme de savoir théorique très avancé. Ce qui explique le côté un peu artisanal des concours d'éloquence que j'ai fait. Et il y a un deuxième mouvement qui explique cette tendance au bagou, c'est la pression du public. Je m'explique, les concours d'éloquence sont devenus, en tout cas pour plusieurs grandes écoles, le spectacle de l'année. Et le choix du mot est pas totalement neutre, c'est-à-dire c'est l'événement. Avant, c'était le week-end d'intégration. Et puis maintenant, c'est devenu le concours d'éloquence de l'école. À Sciences Po, la pression du public faisait que on voyait triompher ou passer dans les phases de concours ceux qui faisaient le plus rire. Et Dieu sait qu'il y a eu des alertes de membres du jury. Je pense à Henri Guénaud, je pense à Christine Albanel, je pense à Abdou Diouf qui disait attention, un discours ne se mesure pas par son applaudimètre, il se mesure par la capacité au contraire à créer le silence et le recueillement chez ceux que vous cherchez à convaincre. C'est pas les hurrahs ou le fait de faire venir 300 copains au fond de la salle pour faire de la retape qui fait de vous un bon orateur. Mais il se trouve que la tendance existe et qu'un film comme À voix haute met en scène du spectacle, il faut du spectacle. Un discours de 10 minutes sans blague. Moi, j'ai essayé en finale, j'en ai fait 4, c'était très peu et j'ai gagné quand même, mais on m'a fait sentir que c'était pas très drôle, que c'était dommage. Et la troisième chose qui limite cette compétence rhétorique, c'est que la dimension héristique du discours disparaît. On nous demande des discours qui sont des discours d'expression de soi, de plus en plus. Et c'est un travers. Moi, comme professeur, j'enseigne à l'école de guerre et à Sciences Po, et c'est quelque chose que, pour le coup, on essaye d'éviter, mais il y a l'idée il faut partager sa vérité. Et du moment où vous dites ça, vous tuez toute capacité héristique ou la controverse, puisque c'est ma vérité contre ta vérité, contre sa vérité. Et donc, on fait une constellation de vérité, on écarte l'universel, et comme ça, on s'est tous exprimés. Et ce qui fait qu'on perd, même pour le juge, pour les jurys, très souvent, les jurys ne savent pas comment délibérer, puisqu'on ne peut pas leur donner de critères. Et quand on leur en donne, c'est très souvent assez faible.
Donc, il y a ce volet-là qui fait qu'effectivement, on a beaucoup de mal. Moi, je suis enseignant et j'enseigne de manière très pratique. Ce qu'on sait de la communication de crise, ce qu'on sait de la capacité de la volonté de choisir des mots volontairement ambigus pour éviter une contre-attaque dans la presse derrière. Donc, il y a toutes ces raisons-là d'historique, de pression du public et d'absence de dimension heuristique qui expliquent pourquoi, au-delà de l'absence d'un corps professoral en nombre suffisant dans les écoles pour former, eh bien, ça se fait un peu sur le tas. Et il y a une deuxième dimension dans les entreprises. Moi, je forme beaucoup d'entreprises, dans des cadres dirigeants, et où eux, comme de partis politiques, et où eux voient la chose à l'envers et disent, nous sommes attaqués en tant que politiciens, nous sommes attaqués en tant que dirigeants d'entreprise, nommément. Comment on se défend, puisque la société est de plus en plus violente, et que le débat, de toute façon, n'est quasiment plus possible. Donc, quand on est pris à partie, on veut juste des techniques si j'ose dire, d'autodéfense intellectuelle. On veut juste pouvoir contrer un assaut. Ce qui fait que vous avez un hiatus assez étonnant entre, d'un côté, de ce que je vois en tout cas dans les concours d'éloquence, et je continue à en juger, j'en fais encore un samedi à Lille, entre des candidats qui ont dit soyez dans l'expression de vous-même, soyez dans le récit de vous, mais sans formation en amont, et avec très très peu même de jurys compétents. Enfin, moi je fais beaucoup de jurys parce qu'on me rappelle en me disant t'es l'un des seuls jurys disponibles. Il y en a pas beaucoup en France, et plus il y aura de concours et moins il y aura de jurys, plus on va avoir de problèmes. Parce que du coup, on prendra le stand-upper du coin ou le pigiste de la PQR qui a l'air sympathique et qu'on aime bien. Et à l'autre bout de la chaîne, vous avez des entreprises, des partis politiques, de ce que je vois. Et moi, ce que je vois aussi au club des juristes, parce qu'on a beaucoup d'entreprises d'avocats chez nous, qui disent au contraire, nous, on s'intéresse pas à votre expression, on vous demande juste d'être punchy ou percutant. On vous demande d'être des tueurs en prise de parole. On vous demande de savoir gagner des débats. Et donc, vous avez une formation une non-formation qui ne correspond absolument pas derrière à ce qu'on demande. Et même moi, ce qu'on me demande dans mon boulot, on vous demande d'être opérationnel, on vous demande d'être cadrant, on vous demande d'être tout ce qu'on veut, sharp, on va mettre tous les anglicismes affreux à la sauce qu'on veut. Mais je n'ai pas été formé, et ce qui est très drôle, c'est que très drôle, je sais pas si c'est rassurant, mais je me retrouve à être enseignant à Sciences Po Paris en master et à l'école de guerre auprès d'officiers supérieurs. Je n'ai que très peu, à part mes lectures et ce que je peux trouver comme article, de formation à ce qu'est la rhétorique. Je n'ai peu ou pas de formation à ce que sont effectivement ce qu'on disait tout à l'heure sur sur ce que vous disiez, Monsieur Chiron, sur les projets ce matin. Moi, tout ça, on l'a pas eu. Donc, on fait avec un ensemble bricolé. Et c'est, à mon avis, une partie de la difficulté qui explique le constat, c'est qu'on n'est pas formé. La plupart des gens qui font des concours d'éloquence, qui les animent, qui les jugent, etc., ne savent pas exactement et ne sont pas d'accord entre eux. Parce qu'Eloquentia, c'est effectivement le stand-up est autorisé. Bien malheur à celui qui s'amusera à faire un discours en stand-up à Sciences Po, parce que là, pour le coup, le prix s'appelle le prix Philippe Séguin. La famille en est la gardienne, et donc un exercice de stand-up un peu taquin finirait assez mal pour le candidat qui oserait s'y aventurer. Voilà, j'ai été un peu, j'espère pas trop dispersé, mais voilà mon sentiment, et sur la cause, peut-être une partie des causes de ce qui se produit dans l'éloquence aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir permis d'expliquer un petit peu en fait ce phénomène. Je sais pas, j'aimerais bien que la parole circule un peu librement, mais c'est vrai qu'en visio c'est un peu compliqué. Je sais pas, Olivier Barbaran lève le doigt, donc je le laisse parler. Merci. Je vais vous faire part de quelques réflexions qui me sont venues à écouter les trois prises de parole qui sont toutes passionnante, et ce sera un peu pulvérisé, puisque je vais essayer de rendre compte d'une idée qui m'est venue lorsque M. Chiron a parlé, puis lorsque Anne, puis lorsque M. Prigent a parlé. Donc, pour ce qui concerne M. Chiron, je voulais ne pas éviter de saluer un accord absolu. Pour la littérature, rien de pire que la sacralisation, et lorsqu'on est spécialiste de poésie, on se rend bien compte à quel point cette sacralisation tue absolument la création et empêche son possible enseignement. Enfin, donc nous sommes bien d'accord, et sans doute qu'il faut que le texte redevienne un support et qu'on puisse s'alimenter, se nourrir de lui, qu'il ne soit pas une sorte de chose intouchable, produite par un génie qu'on ne pourrait pas travailler et retravailler, ce qui n'interdit pas l'admiration bien entendu, mais qu'on puisse s'approprier le discours et la parole, et faire aussi d'une parole, nourrir sa propre parole de ce que nous avons lu, c'est ce que nous avons tous fait, et qu'il faudrait peut-être qu'un jour on dise, sans philosopher à l'extrême, pour envelopper d'une nuée sacrale
ou testamentaires toutes les paroles et toutes les fulgurances poétiques. Et sans doute que le retour de la rhétorique permettra aussi, d'une certaine façon, de libérer la création littéraire, comme elle libérerait aussi la possibilité d'accès à la poésie, par exemple. Donc j'en suis absolument d'accord et je vous remercie d'avoir précisé ceci. Mille pardons pour Aristote, que je n'oublie pas, et dont je sais le caractère fondateur. Là, je plaiderai simplement sur la brièveté de l'article qui a fait que je me suis rangé au plus court et au plus proche, et sans doute au plus facile pour moi, parce que pour achever l'autoportrait et pour dire ma vérité, puisqu'il s'agit de se dire soi aujourd'hui, je suis un peu latiniste, mais pas du tout helléniste, donc quand j'ai besoin de me réfugier quelque part, je me réfugie devant ce que je maîtrise un peu, et un peu mieux qu'Aristote. Plus sérieusement, je crois que Anne a touché quelque chose d'essentiel avec le caractère confus, dont je crois que M. Prigent vous expliquait aussi ce à quoi il sert, du mot éloquence et de son grand succès. Au fond, si j'essayais de rassembler tout ce qui vient d'être dit, le fond du problème est qu'on sent bien la nécessité d'un retour vers un enseignement de la rhétorique qui permettrait peut-être de disposer de compétences oratoires, mais que nous sommes dans une société dont le modèle, et c'est peut-être ça le problème, et c'est ce que j'ai essayé de pointer dans mon article, dont le modèle rhétorique dominant ou partagé n'est pas garanti. D'où la possibilité d'aller, et voilà pourquoi aussi ça fonctionnait assez bien, je pense, dans les concours du barreau, c'est qu'il y avait là un modèle rhétorique judiciaire qui renvoie à une tradition, à une culture partagée par tous les acteurs et qui faisait qu'on savait ce qui était visé. Tandis qu'on le voit bien, pour ne pas censurer les élèves qui eux-mêmes sont exposés à quand même un discours dominant qui est plutôt relayé par les médias et qui est celui ou du seul en scène ou du stand-up ou M. Prigent nous l'éclaire, d'un certain type de rhétorique qui passe par l'enseignement, mais dans les pays anglo-saxons et tout particulièrement aux États-Unis. Et pardon, mais on voit bien comment, à travers le cinéma par exemple, nos élèves ont un seul modèle d'éloquence un peu haute, c'est ou bien ce qui se joue dans un tribunal américain, pas un tribunal français, parce qu'ils le maîtrisent beaucoup moins, parce que le cinéma en rend moins compte, ou bien, et là je crois qu'on a le dosage exact de ce qui se joue dans les concours d'éloquence en France, cette volonté de créer de la connivence par une sorte d'humour démagogique, suivi, j'ai essayé de l'étudier d'à peu près quand je travaillais à mon article, suivi d'un petit moment de pathétique qui doit intervenir vers l'extrême fin du discours, juste avant qu'une dernière pirouette cocasse ne viennent remettre tout le monde d'accord autour d'une parole partagée, d'un sourire partagé. C'est le discours que tiennent les lauréats de leur diplôme devant les assemblées qui sont celles de leurs camarades dans les universités américaines. Et ce modèle de discours-là, c'est bien le modèle discursif, quand ce n'est pas celui effectivement ou du rap ou du seul en scène, qui sont l'objet d'enseignement. Et pour ce qui concerne, donc on voit très bien avec quelle culture aujourd'hui partent les élèves, et donc lorsqu'on leur donne une parole en leur disant il faut que tu sois performant dans ta parole, c'est vers ceux qui dominent qu'ils vont. Et pour ce qui concerne la commande sociale, de son côté, le mot d'éloquence a le grand avantage, sans doute, d'être justement dans cette indétermination qui permet pêle-mêle de dire à chacun que c'est très important l'enseignement de l'oral, alors que nous ne visons pas du tout les mêmes choses. Entre l'enseignement rhétorique tel que M. Chiron le propose et tel que nous essayons de l'envisager, qui se fonde quand même sur une mémoire qui est notamment une mémoire littéraire, et puis la réalité du fait que ce n'est pas la littérature qui aujourd'hui nourrit la culture et l'art oratoire des dominants, il y a une tension dans laquelle nous sommes et dans laquelle l'école est piégée, parce que entre ce qui sera la commande sociale sur l'école et ce qui sera notre volonté littéraire de transmettre, il y aura sans doute un hiatus dont l'écart est tellement grand qu'on finirait peut-être par y tomber comme dans un gouffre. Alors je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais c'est sans doute parce que la commande sociale nous demande de faire à la fois des élèves normés du point de vue social, et c'est bien normal, mais qui puissent travailler quand ils sont en baccalauréat professionnel en accueillant les clients sur une autre modalité que celui de leur régime énonciatif ordinaire entre eux, mais on nous demande aussi de former des cadres dominants qui ont une parole dominante. Mais si l'on va même jusqu'à Sciences Po, moi, ce que je trouve tragique, le plus tragique, et j'arrêterai là, parce que je crois que je suis bien bavard, mais ce que je trouve le plus tragique dans ce qui a été dit, c'est la commande par des cadres ou des gens d'autorité qui ont besoin d'une sorte d'orthopédie oratoire pour leur donner une technique pour éviter cela. Enfin, c'est bien le signe de ce que les compétences rhétoriques ne sont d'une part pas partagées et d'autre part qu'elles n'ont pas fondé la sélection des élites d'aujourd'hui, puisque les élites elles-mêmes se retournent pour avoir quelques prothèses discursives qui leur permettraient de se tirer d'un mauvais pas.
c'est-à-dire le contraire même de la formation globale d'une personne qui devrait pouvoir, même quand elle est malmenée par une polémique, prendre une parole et prendre une parole efficace, au lieu d'essayer de trouver une sorte de parade ou de coup de jarnac subtil qui lui permettrait de mettre fin à tout débat ou de se mettre à l'abri des polémiques explosives qui reviennent vers elle. Au fond, le vrai problème, c'est le mot d'éloquence que Anne a pointé, couvre des commandes largement diverses. Nous pouvons nous réjouir et nous essayons, nous, de tirer vers la dimension d'une culture rhétorique qui devrait revenir au cœur du projet éducatif, mais nous voyons bien que peut-être ni les commandes sociales, ni les désirs des élèves auxquels on s'adresse, ni finalement la forme discursive dans laquelle nous baignons, ne vont dans le sens d'une parole qui soit véritablement une parole cultivée et d'une culture de la parole. Merci. Je ne sais pas si l'un des trois autres participants… Oui, Pierre Chéron. Oui, je voulais rebondir aussi un petit peu de manière ponctuelle, hein, chacune des interventions. D'abord, le mot éloquence. En grec, vous allez dire que je suis un maniaque, mais le mot qu'on utilise, c'est rhétor. Le rhétor, c'est à la fois celui qui parle en public et celui qui maîtrise la technique. La technique est rhétorique et techné, c'est-à-dire l'art de celui qui prend la parole en public. Et quand on regarde les textes de l'époque classique, le rhétor, c'est le politicien. C'est le politicien. Et les deux aspects techniques d'un côté, pratiques de l'autre, sont complètement mêlés. En revanche, à Rome, les deux sont séparés. Et c'est de là que vient la division entre l'éloquence et la rhétorique, le versant pratique et le versant… Et je crois que l'unification dans un terme unique de la compétence technique et de la pratique, c'est quelque chose de très sain. Je trouve que la technique doit venir de la pratique. D'ailleurs, en pratique, elle vient de là. Et je voudrais revenir au passage sur ce que j'ai dit, savoir que la source vive, à mon avis, c'est vraiment la Grèce. Je prends l'exemple de l'altérité. Pour moi, la rhétorique, c'est la démocratie, et la démocratie, c'est l'altérité, la reconnaissance de l'altérité dans mon discours. Relisez le Gorgias de Platon. Vous avez un sophiste qui s'appelle Polos, qui est un petit peu limité intellectuellement, et qui fait des discours à n'en plus finir. Et c'est Socrate qui lui dit, écoute, laisse parler les autres, sois plus bref, tiens compte de ce qu'on te dit. Quand on te fait une remarque, essaie de la faire entrer dans ton propos au lieu de débiter une chose que tu as préparée à l'avance. On a la maladie et on a l'antidote. Alors moi, je propose de relire systématiquement le Gorgias de Platon. Alors tout le monde dit que c'est une critique de la rhétorique dans un certain sens, mais c'est juste une critique de la mauvaise rhétorique. Et ensuite, Platon a écrit le Phèdre, où on a les prémices d'une véritable rhétorique, qui sera ensuite mise en œuvre par Aristote. C'est une affaire de philosophe, hein. J'y insiste beaucoup. Alors la deuxième chose que je voulais dire, c'est que à propos du périmètre, le périmètre dans l'Antiquité, il est extrêmement clair. Et comme tous les bons périmètres, il organise des lignes de fuite. Vous avez le périmètre politique, c'est le délibératif, c'est le discours de l'homme politique à l'Assemblée, avec tout un… Bon, il s'agit de parler de l'avenir, dit Aristote, bon, et de l'avenir commun. Vous avez le judiciaire, c'est le passé. Et vous avez là encore un certain nombre de topics qui sont spécifiques. Et puis vous avez ensuite le troisième qui est l'épidictique. L'épidictique, on s'en moque souvent en disant que c'est quelque chose de mort. Enfin, qui a écouté, je ne sais pas moi, le grand discours de Malraux à l'occasion de la réception des cendres de Jean Moulin sait que cet épidictique n'est pas mort. Qui a écouté certains discours de Barack Obama sait très bien que cette consolidation de la conscience collective, c'est un enjeu politique de première importance. Donc pour moi, le périmètre de la rhétorique, dans la mesure où l'épidictique ouvre sur les valeurs, moi je crois que l'épidictique est une des matrices de ce que nous appelons maintenant littérature, nous avons là un périmètre qui est relativement clair. Bon, la troisième chose que je voulais dire, c'est que j'étais très sensible à ce qu'a dit Guillaume Prigent à propos de la pratique des concours d'éloquence. Moi, j'ai une expérience qui est assez ancienne, en fait. Je me rends compte, avec le recul, que j'étais un petit peu précurseur. Ça fait plus de 15 ans. Maintenant, je suis en retraite, mais j'ai dû commencer dans les années 2005-2006
C'était à Créteil, pas à Marne-la-Vallée. Et ça s'est organisé en collaboration avec Simone Bonafous, qui était à l'époque notre présidente, si je me souviens bien. Oui, elle était présidente. Et elle m'a beaucoup encouragé dans cette direction. Et le concept que moi j'ai organisé, à mon avis, permettait de pallier un certain nombre de dérives dont on a parlé à l'instant. Il s'agissait d'un module d'une dizaine de séances de 2 heures, que je commençais par une préparation technique, des cours de rhétorique avec l'histoire, les liens entre la rhétorique et la politique, etc. Ensuite, je donnais la parole je donnais les étudiants pour 2 séances de groupes de séances de 2 groupes de 3 séances à 2 avocats qui présentaient donc les éléments d'inuentio, c'est-à-dire des comparutions immédiates, des affaires de correctionnel. On n'a jamais, dans ce concours d'éloquence, on n'a jamais parlé pour parler. On a toujours évoqué des sujets qui étaient des sujets brûlants, des sujets sociaux, des sujets importants. Et alors, le dernier étage de la fusée, c'était que la dernière séance, qui était une séance d'évaluation, j'avais évidemment un numerus clausus, on ne pouvait pas faire des groupes trop importants, 20 étudiants maximum. Je vous assure que pendant toute la durée de ce concours, j'ai joué à guichet fermé, tout le monde voulait s'y inscrire, et tout le monde préparait une plaidoirie de 5 minutes, et tout le monde était évalué par tout le monde. Donc, il n'était pas question de faire son numéro, il n'était pas d'abord un minimum de courtoisie, de civilité, s'imposer de soi-même, puisqu'on ne peut pas se moquer d'un collègue si on sait soi-même que soi-même, on sera la cible de ces moqueries dans quelques minutes. Donc, une évaluation commune, et c'est vraiment ça le schéma démocratique de la rhétorique. C'est un échange régulé dans un groupe de gens qui ont ensemble une chose à faire, en l'occurrence, apprendre à s'éduquer mutuellement. Et puis évidemment, moi je faisais la moyenne de toutes les notes. Je me suis souvent amusé d'ailleurs à faire la courbe de mes notes et de la comparer à celle des étudiants. Et en général, il n'y avait pas énormément de subjectivité. Les courbes coïncidaient parfaitement. Et je crois que par cette méthode qui est très simple, on évitait 2 dérives. D'une part, la dérive du discours spectacle et d'autre part, la dérive du discours sans enjeu, sans substance et donc sans intérêt. Voilà, je m'arrête parce que je parle trop. Merci beaucoup et d'avoir donc partagé cette expérience avec nous, ce qui permet également de répondre un petit peu notamment à ce que disait Guillaume Prigent sur les écueils qu'il voyait par rapport à sa propre expérience. Du coup, je vais peut-être, j'ai vu que Guillaume Prigent levait le doigt, donc je vais peut-être vous laisser parler et ensuite je vais passer aux questions. Il y a des questions d'enseignants dans le chat auxquelles peut-être, notamment, je pense à Anne Vibert et ou Olivier Barbaran pourront répondre ensuite. Donc Guillaume Prigent, je vous laisse la parole pour éventuellement assez rapide si ça vous dérange. Très rapidement, c'est vraiment en 1 minute. D'abord pour défendre un peu les entreprises. Je leur en veux pas, je suis pas parce qu'elles me payent pour les former, mais parce que quand vous êtes un patron de boîte ou une patronne et que vous vous retrouvez brocardé dans la presse, qu'on broie votre PME avec des accusations injustes parce que le temps judiciaire n'est pas le temps de la communication, les rustines que vous mettez en autodéfense, pour contestables qu'elles soient, elles ont aussi leur légitimité, c'est-à-dire vous êtes vous le lendemain dans l'usine et il faut répondre à vos salariés quand on vous dit mais est-ce que vous êtes un salaud, est-ce que vous êtes vraiment, etc. Donc les pauvres ils sont pas prêts et moi quand je faisais de la communication de crise, j'ai défendu un cariste, enfin un patron d'une entreprise d'autocar dont l'un des chauffeurs alcoolisés à son insu avait eu un accident très grave et tué des enfants. Et je vous assure que là, quand il faut se défendre et qu'on a les familles qui sont devant l'école, on ne sait pas quoi dire. Et personne ne saurait d'ailleurs. Donc il y a des raisons. Il y a une mauvaise rhétorique pour les entreprises, mais il y a aussi parfois un besoin et une urgence à laquelle il faut répondre. Juste moi, ce qui me paraît vraiment important de souligner, c'est que encore une fois, puisque le thème c'est enseigner l'éloquence, aujourd'hui, il n'y a pas d'enseignants. Il y en a très peu. Et fait ce que vous dites, effectivement, Monsieur Chéron est très juste, c'est-à-dire que de ce que je vois des lieux d'enseignement où ça fonctionne, c'est quand vous associez un savoir universitaire, une connaissance théorique approfondie avec une pratique. Parce que moi, je sais que j'ai enseigné quelques années à Nanterre, on est venu me chercher en me disant nous avons beaucoup d'enseignants, mais nous avons peu de praticiens.
Moi, je me faisais souvent corriger en cours par le théoricien, si j'ose dire, qui disait ça n'est pas vrai en théorie. Moi, je disais oui, mais moi en pratique, ça fonctionne. Donc, et il fallait ce dialogue-là entre nous, de dire, quand on est face à une salle de 1500, 2000 personnes, quand il y a un mouvement pour vous interrompre, comment ça se passe, comment on le gère, comment on le vit, etc. Il y a une dimension très physique de l'éloquence. C'est le seul art qui mobilise en même temps vos émotions, votre intelligence, votre corps, votre voix, tout est mobilisé, plus que la danse, plus que la musique, tout est en mouvement. Et donc voilà, la difficulté, c'est vrai que ça qui me rend un peu pessimiste, en tout cas réservé, oui, pessimiste, c'est que je ne vois pas le réservoir d'expertise. Ou en tout cas, et s'il y en a un, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait certifier que parmi toutes ces expertises, celles qui méritent de remonter à la surface et d'être valorisées et celles qui ferait mieux de ne pas continuer à exercer parce que ça déforme des générations d'élèves et que une cinquantaine ou une centaine de mauvais concours d'éloquence sur 10 ans, ça va vous former des milliers de personnes à une mauvaise pratique qu'on récupère derrière 20 ans plus tard et à qui on dit tout ce qu'on t'a appris, il faut le réapprendre. Et ça, c'est beaucoup plus délicat que quand on prend tout de suite quelqu'un à 17, 18, 19, 20 ans en essayant de lui enseigner tout de suite la bonne pratique pour éviter des soucis dans l'avenir. Voilà, c'était juste ça sur mon petit pessimisme sur les moyens d'enseigner l'éloquence en grand nombre, en tout cas. En petit nombre, c'est facile. Les avocats l'ont prouvé. En grand nombre, c'est infiniment plus délicat, à mon sens. Alors, merci beaucoup pour cette réponse qui va rejoindre, je pense, des questions, enfin, de façon très pratique, de rejoindre des questions qui vous sont posées dans le chat. Apparemment, Stéphane Pujol me signale que j'ai oublié une question de Arnaud Lafaille-Moz, donc qui souhaite prendre la parole à l'oral. Donc peut-être, Stéphane, c'est bon, tu as activé son micro? Absolument. Voilà. Et puis après, je prendrai Céline Millet et Olivier Ritz qui m'ont posé des questions également. Ah, alors, on vous entend pas. Là, vous m'entendez mieux? Oui, là, on vous entend. Voilà, je me suis rapproché du micro. Oui, merci beaucoup et bravo pour l'organisation de cette journée tout à fait, aux organisateurs et aux participants pour l'organisation de cette journée tout à fait passionnante, même si cette table ronde est un peu distincte des échanges qu'on a pu avoir avant. Alors, en fait, moi, mes humanités sont pas nulles, mais elles sont un peu limitées. Les sujets de rhétorique me dépassent un peu, donc je vais en venir directement à ma question. Après, j'en ferai très rapidement l'exégèse. C'est est-ce qu'il est légitime que l'éducation nationale promeuve l'éloquence? Et en fait, ce qui m'a conduit à cette question, c'est que je vous ai trouvé d'abord un petit peu dur au début de la table ronde sur la valorisation des startups, le slam, parce que finalement, quand on regarde, encore une fois, j'en reviens à la définition de l'éloquence dans le dictionnaire de l'Académie française, c'est l'art de persuader, pas de convaincre, hein, de persuader. Donc, après tout, si on veut promouvoir l'investissement dans telle entreprise, si on veut encourager les gens à passer leurs vacances au Touquet, c'est aussi de l'éloquence. Est-ce qu'on n'est pas victime, d'une certaine façon, d'un biais, puisque, encore une fois, on a parlé de façon tout à fait passionnante depuis ce matin, 9h, de l'éloquence, mais c'était presque un exercice. Alors, à la fois, c'était d'un côté un exercice un peu abstrait, parce qu'on imagine des Romains, des Grecs, ou même des contemporains, des êtres parfaitement vertueux qui défendent des causes parfaitement vertueuses, alors même que déjà les révolutionnaires eux-mêmes, pour le coup, pouvaient avoir des arrière-pensées, y compris au moment où ils véhiculaient leur discours. Et par ailleurs, est-ce que l'éloquence n'est pas parfaitement indiquée de manière générale dans un cadre politique, si possible dans un cadre révolutionnaire, pour mobiliser justement soit des assemblées, soit des foules, mais ce qui, a priori, reviendrait, j'en viens à ma question initiale, serait en quelque sorte un contre-argument, puisque ça reviendrait à dire que l'éloquence, justement, est un art de vendre des choses qui ne sont pas nécessairement des choses vertueuses. Et du coup, alors je suis désolé, j'ouvre une autre petite boîte qui est celle du populisme, parce que est-ce que les populistes actuels, dont on parle par ailleurs dans d'autres cas, ne sont pas finalement des personnes qui sont aussi très éloquentes? Merci. Et juste, je vais peut-être poser également les deux questions qui sont dans le chat de manière à ce qu'après vous puissiez choisir un petit peu qui répond à quoi. Et donc, j'ai noté votre question, Arnaud Lafaille-Moz, je la reformulerai tout à l'heure si besoin. Mais il y a également donc Céline Millet dans le chat qui demande, en tant qu'enseignante dans le secondaire et que doctorante aussi, avant même de parler d'éloquence et de ce que nous pouvons apporter à nos élèves, elle demande avec quels moyens, quels horaires, quelle formation si nous ne la possédons pas ou plus. Donc, une question très concrète sur comment enseigner l'éloquence. Et Olivier Ritz demande la mise en place du grand oral du baccalauréat est contemporaine de la disparition de l'écriture d'invention, qui a été pendant une quinzaine d'années l'un des 3 exercices écrits de l'épreuve anticipée de français. Est-ce qu'il faut être optimiste et y voir un rééquilibrage de l'écrit vers l'oral, ou bien est-ce que c'est une occasion perdue
donc celle d'un rapport à la culture rhétorique, certes écrite, mais que les élèves étaient invités à s'approprier par la pratique. Donc je vous laisse celles et ceux qui veulent répondre à ces questions. Je vais juste vous demander d'être concis autant que possible pour pas, si éventuellement il y a d'autres questions, puis pour pas trop dépasser sur le temps. Bon, je vais peut-être juste dire un mot, puis après, voilà. Oui, sur la question de la formation, je crois que tout le monde l'a pointé. Le problème aussi, c'est que la littérature s'étant elle-même éloignée de la rhétorique, les études littéraires qui forment nos enseignants se sont aussi éloignées de la rhétorique. Pour me rappeler moi-même ma propre thèse, quand il a fallu trouver comment dire, quand je me suis demandé comment analyser des discours parlementaires, je n'avais pas les outils pour le faire et il a fallu réapprendre et redécouvrir la rhétorique. Donc effectivement, il y a quelque chose peut-être à repenser déjà du point de vue de la formation des enseignants. Sur la question, bon, je ne veux pas tout développer évidemment parce que tout le monde doit avoir des choses à dire là-dessus. Je reviens sur cette question du mot éloquence. Bon, personne n'est propriétaire du sens du mot, évidemment, il nous échappe et oui, c'est l'art de persuader, mais si on l'inscrit dans une tradition et si on revient à Aristote, et je suis ô combien évidemment persuadé qu'il faut rester, il ne faut pas détacher l'éloquence de la rhétorique et de tout ce qu'il y a derrière comme réflexion, y compris sur les valeurs. Et donc, si on garde en tête la réflexion sur les valeurs, et puis le vir bonus dont on parlait tout à l'heure, non, on ne peut pas... je veux dire que je ne vois pas pourquoi l'éducation nationale, justement, ne promeuvrait pas l'éloquence en y incluant précisément la réflexion sur les valeurs. Et bon, voilà, je n'en dis pas plus parce que je pourrais en dire beaucoup plus encore, mais quand dans un film juste comme Le Brio, on entend que finalement la vérité, on s'en fout, ce qui compte, c'est la raison, et que c'est ça peut-être qu'on veut vendre évidemment aujourd'hui, c'est pas ça qu'on veut réintroduire dans l'éducation nationale, évidemment. Voilà, je me tais. Je crois que Olivier Barbaran, vous vouliez intervenir également. Oui, non. Anne a répondu à la question dont je n'étais pas sûr de l'avoir bien comprise parce que je ne savais pas s'il fallait que l'éducation nationale s'assure de pouvoir fournir aux élèves des armes oratoires qui leur permettent de vendre tout et n'importe quoi ou si on s'en indignait. Alors, si j'ai bien compris, il s'agissait de débattre entre les deux. Ma réponse est celle d'Anne. Il ne faut pas que l'éducation nationale fasse des beaux parleurs. Ce n'est pas sa mission, ce n'est pas sa fonction. Et peut-être que c'est utile dans certains métiers commerciaux, mais on part du principe qu'en leur apprenant à dire le vrai, ils sauront ensuite dire le faux s'ils en ont besoin. Mais ce n'est pas notre mission. Pour répondre aux questions des collègues qui se posent et sans transformer en purement éducation nationale cette table ronde, très rapidement, il existait en effet un exercice auquel nous étions dans le groupe des lettres très attachés, mais très attachés en voyant aussi ses limites dans le cadre d'une certification, qui était l'écriture d'invention, l'écriture d'invention étant le lieu où on pouvait justement explorer les textes littéraires pour s'inspirer d'eux, partir d'eux, nourrir sa propre écriture. La disparition au baccalauréat est liée tout simplement au fait qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas, dans l'état actuel des choses, un exercice qui permettait la certification. C'est-à-dire qu'avec cet exercice-là, on ne parvenait pas, on ne savait pas faire, on ne savait pas évaluer. Et donc, pour une note de baccalauréat, c'était très, très difficile parce que c'était très, très aléatoire que la notation des collègues. Sa disparition, donc, ne signifie pas, cette disparition baccalauréat, c'est ce que nous plaidons, ne signifie pas qu'on ne puisse se servir, notamment en classe de seconde, mais tout au long du travail que l'on mène pour découvrir les textes, d'écrits d'invention qui permettent justement de s'approprier les instruments stylistiques, les tours utilisés par les écrivains. Et donc, disparition au baccalauréat signifie trop souvent disparition dans les classes. C'est l'une des difficultés. Les exercices disparaissent et du coup, ils disparaissent complètement dans les classes. On comprend aussi pourquoi, et j'en viens donc au deuxième point qui m'est posé, pour ce qui concerne les moyens, le temps horaire, les difficultés, le nombre, nous ne sommes pas à convaincre. Ici, nous réfléchissons à ce que pourrait être une formation et un fonctionnement, mais vous voyez bien que nous avons pointé la formation des professeurs, la transformation du système éducatif, les améliorations du système, ce qui peut être fait. Nous avons parfaitement conscience, nous allons suffisamment dans les classes, Anne Viver et moi-même, pour voir que dans le temps imparti, on sait aussi quelles sont les difficultés concrètes de l'oral. Mais notre pari était que
le fait qu'il y ait un saisissement par le système éducatif de l'oral permettait peut-être d'envisager de reconstruire autrement l'enseignement, ses classes, ses modes de fonctionnement. Mais vous voyez que c'est un travail à long terme qui ne répond évidemment pas aux besoins légitimes exprimés par les collègues dans la situation actuelle, contemporaine. Mais avant que nous ayons la formation, les moyens de construire une culture et que nous soyons mis d'accord aussi d'une certaine façon, j'y tiens, sur ce que nous voulons transmettre d'une culture rhétorique et quelle est la culture rhétorique et pour quelle finalité, c'est un projet à très très long terme et qui ne répond pas aux questions urgentissimes des collègues. Merci beaucoup. Est-ce que, alors, soit est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le public éventuellement, ou soit est-ce que l'un de vous voudrait réagir à nouveau, Pierre Chiron, oui. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat si vous en avez. Je voulais dire que pour moi, ça fait la formation, cette formation-là fait évidemment partie des missions d'éducation nationale. Qu'est-ce qui est en jeu? Ce qui est en jeu, c'est la compétence du citoyen. Il n'y a pas de démocratie sans citoyen. Et un citoyen, les philosophes grecs faisaient la différence entre la démocratie et l'oclocratie, c'est-à-dire une foule désorganisée. Le citoyen est celui qui a la capacité de reconnaître l'altérité en lui-même et l'altérité en l'autre, évidemment. Et il faut absolument insister sur vraiment le caractère capital sur le plan politique de ce qui est une compétence de partage. Hein, tout simplement parce qu'il s'agit de construire ensemble une volonté commune. Alors, former des beaux parleurs, le risque n'existe que s'il y a un public de bobos. Si le public est lui-même compétent, je ne connais pas de démagogue qui a du succès auprès d'un public compétent. Alors, évidemment, aujourd'hui, on peut se poser beaucoup de questions avec le déferlement de bêtises qui passe dans le… Enfin, je ne sais pas si un déferlement peut passer dans les égouts, mais malheureusement, il y a dans beaucoup sur beaucoup de réseaux sociaux, il y a une parole à sens unique, une parole souvent ordurière, souvent dégradante. Et pourquoi l'est-elle? Parce qu'elle n'est jamais soumise à l'altérité, jamais soumise à l'objection. Donc, il faut que nous acquérions tous ensemble et que nous fassions acquérir aux enfants le sens de la responsabilité de la parole. Alors, pour remonter à l'Antiquité grecque, je dirais juste un petit mot, il n'y avait pas de ministère public. S'il y avait un crime, il n'y avait personne, il n'y avait pas de procureur pour représenter l'intérêt de la société. Donc, il y avait un procès si la partie lésée attaquait le coupable présumé. Et donc, s'est développé une espèce de délateur professionnel qu'on appelle les sycophantes. Donc, si vous étiez citoyen, vous deviez apprendre à vous défendre, vous deviez apprendre la rhétorique, ne serait-ce que pour assurer votre sécurité. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de sycophantes, mais il y a toutes sortes d'atteintes à notre intégrité intellectuelle, il y a toutes sortes de menaces, d'intrusions contre lesquelles nous devons apprendre à nous défendre. Donc, au minimum, je crois que la fonction de la rhétorique, elle est défensive, et au maximum, elle est la condition du partage de la décision collective. Juste, je vois que Guillaume Prigent lève le doigt, mais je crois qu'Alain Vaillant, qui doit bientôt partir, a une remarque. Est-ce que Stéphane Pujol, Stéphane, est-ce que tu pourrais allumer son micro? Voilà. Vous m'entendez? Oui. Je parle juste 30 secondes parce que je n'appartiens pas à la table ronde et vraiment là, je vais au-delà de mes droits. Non, juste une remarque sur cette idée qu'il est important pour donner de la consistance à l'éloquence ou à la rhétorique dans le cadre scolaire ou social, de la nourrir ou de les nourrir de leur histoire. Et on revient toujours au modèle de l'éloquence grecque et latine. Alors, moi, je suis antiquisant de formation et amoureux de la Grèce et de Rome, et donc je n'ai rien contre. Il y a une seule chose qui me gêne dans cela, c'est que lorsqu'on pense à l'éloquence grecque et à l'éloquence latine, on pense à un idéal d'éloquence grecque et latine, parce qu'après tout, on n'a pas d'enregistrement de ce qui se passait ni dans l'agora, ni sur le forum, et que donc on oppose à une réalité sociale avec sa complexité et son hétérogénéité, son insuffisance,
un modèle qui reste un modèle idéalisé. C'était aussi le cas pour les orateurs révolutionnaires lorsqu'ils se tournaient vers l'Antiquité. Ce qui me frappe, c'est que lorsque, alors là je parle du point de vue de l'éducation nationale, lorsque l'on dit qu'il faut se tourner vers l'histoire et la tradition et le passé de l'éloquence, on ne se tourne pas vers le moment où l'instruction publique a décidé d'abandonner l'éloquence à la fin du XIXe siècle. L'éloquence a été au cœur de l'enseignement pendant tout le temps, enfin en tout cas depuis la Renaissance, depuis 4 siècles, et avant évidemment aussi au Moyen-Âge, etc. Qu'est-ce qui s'est passé sous la Troisième République pour que l'on décide d'inventer d'autres modèles? Alors j'aurai des réponses sur cette question, mais je trouve très étonnant que la réflexion historique est une réflexion qui nous fasse faire un saut de 2 millénaires, alors que déjà si on commençait par un saut d'1 siècle, ça serait aussi assez instructif pour justement ne pas renouveler peut-être les erreurs qui ont été commises il y a 1 siècle, pour penser autrement l'éloquence, très très concrètement. Que là, si on regardait de près les discours pédagogiques, qui sont absolument passionnants sur les problèmes que pose, et le problème de, comment dirais-je, de rigidité de l'éloquence dans le cadre scolaire, et comment éviter ça, comment éviter leur production de modèles, d'imitations mécaniques, etc., je pense que ce serait tout à fait profitable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Okay. Merci beaucoup. Est-ce que, je ne sais pas si quelqu'un veut, juste pour pas qu'on soit… Oui, j'ai vu ta question, Patrick. C'est juste pour pas couper la réflexion. Est-ce qu'on peut juste, peut-être, si quelqu'un veut répondre parmi les participants à Alain Vaillant. Et ensuite, Guillaume Prigent voulait intervenir et avec une question de Patrick pour lui. Donc, je ne sais pas. Anne Vibert demande la parole. Voilà. Ah, pardon. Désolée, je vous avais vu, Anne Vibert, du coup. Oui. Non, c'est juste pour dire que bon, nous avons aussi tenu en novembre un colloque sur penser le retour de l'éloquence dans l'enseignement, où nous avons commencé à réfléchir justement à cette question et pas uniquement en nous référant à l'Antiquité. Donc, bon, mais ça serait trop long d'y répondre maintenant, mais moi je dirais aussi de manière très très concrète et pratique, nous avons aussi un problème de corpus. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il nous faut aussi étudier des textes, des discours, et qu'il faut trouver les bons corpus pour le XXIe siècle, et ça reste à constituer. D'ailleurs, à la fin de ce colloque, nous avons fait un appel que je pourrais peut-être renouveler ici. C'est l'idée que quel serait le conditionès des élèves du XXIe siècle. Il reste à constituer. Peut-être que si on avait un corpus de discours sur lesquels déjà faire travailler les élèves, ça sera un premier élément de réponse, pas le seul évidemment. Donc je crois que il me semblait que j'avais autre chose, mais ça ne fait rien, ça m'est échappé. Je laisse la parole à d'autres. Merci. Alors, donc, je vais prendre Guillaume Prigent, donc, qui avait levé le doigt. Donc, et je vous pose tout de suite, Guillaume Prigent, la question de Patrick Brazard pour vous, que vous avez vu dans le chat, mais que je répète pour tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous dire votre avis sur le phénomène des conférences TEDx? Le service public peut-il reconquérir le terrain que ce genre de formation est en train de gagner, ou s'agit-il d'une sorte de GAFAM qu'il serait très difficile de concurrencer? Voilà. Alors, je vais répondre tout de suite à cette question en faisant un petit point d'historique sur les TEDx. Les TEDx, c'est une conférence qui est née aux États-Unis, qui était réservée d'abord, il fallait payer sa place. Les premières conférences étaient 5, 10, 15, 20 000 $ la place. Donc, c'était des grands patrons viennent écouter de grands universitaires, de grands aventuriers, de grands sportifs qui donnent des leçons de vie sur un format TED qui est très cadré pour le coup. Il y a le patron de l'inventeur s'appelle Anderson, il a cadré le format TED, il est très précis. Vous ne pouvez faire un TED que si vous respectez ce format de discours, etc., etc. Et donc c'était des conférences c'était plutôt un Davos des bonnes idées entre gens très riches. Ça se popularise un peu et le problème qu'on rencontre sur les TEDx plus récents, c'est qu'en fait on se rend compte qu'on a peu d'orateurs très intéressants. Au début, on en avait quelques-uns. Le premier qui a inventé un vaccin vient vous le raconter. Le premier qui a gravi l'Everest, etc. Mais le 8e qui a gravi l'Everest, tout d'un coup, c'est un peu moins intéressant puisque les 7 précédents ont déjà fait des TED. Donc, il y a une limite de nombre d'orateurs et il y a un côté maintenant un peu qui se délite un peu dans les TED. La difficulté pour le service public, et moi je l'ai vu sur le Grand Oral, j'ai trouvé ça exceptionnellement heureux que ce soit France 2, France Télévisions qui disent on va produire une émission de télé, ce qu'il faut le savoir est très rare parce que aucune entreprise n'aime créer un format original en télévision, on aime bien reprendre ce qui s'est fait à l'étranger. La France a été le premier pays à créer un concours d'éloquence télévisé.
La difficulté, c'est encore une fois le public, c'est-à-dire l'audimat, et que quand la première année, vous faites 1,5 million de personnes devant leur écran, c'est-à-dire 8% de part d'audience, la chaîne a beau considérer que ça relève de sa mission de service public, elle n'est pas rentable. Elle perd de l'argent sur l'émission. Et donc, les deux éditions suivantes, qui sont un peu pessimistes là encore, sont devenues très pathos. Comme on dit, comme la méchanceté qu'on se dit dans les concours d'éloquence, c'est que c'est du pathos. Donc, je suis né nain, je suis né avec un troisième œil dans le dos, je suis né, etc. Et donc, ce que je suis, ma souffrance, me vaut un droit à parler que vous ne pouvez contester. Ce qui fait que c'est très difficile. Je vous donne un exemple tout bête, le vainqueur de cette année, c'est un croque-mort qui dit « Je fais partie de ces métiers que l'on ne regarde pas, que l'on ne regarde plus ». Enfin, c'est... Oui, enfin, il y a 75 métiers qui répondent à cette définition. Personne n'a envie d'être un fantassin, personne n'a envie d'être éboueur, personne n'a envie d'être taxidermiste, j'en sais rien. Enfin, ça veut rien dire. Et c'est la difficulté qui me rend assez pessimiste sur la capacité pour le service public à lutter avec ça. Et pour rebondir sur ce que disait Monsieur Chiron et aussi ce que dans les commentaires sur l'absence de valeur dans les la difficulté de l'absence des valeurs en éloquence, je vais être peut-être un peu maladroit, mais moi, quand j'enseigne à mes élèves dans les concours d'éloquence, quand je forme des gens à les concours d'éloquence et qu'ils me disent est-ce que je dois dire la vérité, je leur dis en 10 minutes, la vérité n'existe pas. On est sur un affrontement oratoire. Donc, je défends le oui, tu défends le non. C'est le concours d'éloquence veut cette posture héristique par principe. Si tu es de mauvaise foi, si tu allumes 15 contre-feux pour compliquer le travail de l'adversaire et que lui se trébuche et se casse la figure, c'est son problème, pas le tien. Ton problème à toi, c'est comment face à une foule qui connaît moins bien ton sujet et moins bien le problème, tu arrives à donner le sentiment que tu as raison. Encore une fois, on n'a que 7, 8, 9, 10 minutes. Et même si j'avais un discours d'1 heure, quand vous avez je prends un exemple, un sujet qui tombe souvent dans les concours d'éloquence, que j'aime beaucoup, qui est, que je crois que c'est partie d'une phrase de Nietzsche, faut-il avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse? Quand vous donnez ça à un étudiant de 21 ans et que vous lui dites tu as 8 minutes pour gagner sur ce sujet, par définition, on va jouer avec les mots. Parce qu'on n'a pas le temps, on ne peut pas rentrer dans le fond. Et c'est toute la limite de l'exercice oratoire et aussi de l'exercice politique. Un débat d'entre-deux tours de la présidentielle, quand vous avez un journaliste qui vous dit en 2h30, on va balayer l'économie, la géopolitique, l'armée, le social, l'environnement, la justice sociale, le handicap, vous pouvez pas traiter tous ces sujets. Donc, c'est comment je gagne ce qu'on appelle maintenant des éléments de langage, enfin maintenant depuis quelques décennies quand même, ou la profession qui l'accompagne, qui s'appelle les spin doctors, que les anglo-saxons ont généralisé, mais j'ai pas la vérité, on la trouvera pas dans le temps du débat. Le débat n'est pas un lieu de vérité, le débat est un lieu de vérité temporaire, de vérité par provision. À l'instant T du débat, j'ai raison. Un quart d'heure après, quand on discute devant la scène, je vous confesse que j'ai un peu triché, mais sur le moment, et c'est la difficulté de ce que dit aussi d'ailleurs le film Le Brio, quand il dit, alors c'est un peu caricatural, mais il faut gagner à tout prix. Oui, je suis en concours d'éloquence. Moi, quand je voulais être lauréat, je n'en avais rien à faire de la vérité. Et quand je forme mes élèves à l'affrontement oratoire, je leur dis de vous à moi, je pense que ce que vous dites est une horreur, mentalement, monstrueuse, moralement, tout ce que vous dites est scandaleux. Mais objectivement, dans le cadre d'un débat, vous gagnez avec ça. C'est efficace. C'est de la polémique, c'est de la démagogie peut-être, mais c'est efficace. Et tant que le public n'est pas formé massivement à vous le reprocher, et Dieu sait que ça va être compliqué, eh bien, il est toujours plus facile de la vitesse. Je crois que c'est Gérald Bronner qui fait un livre là-dessus, un bouquin qui s'appelle Déchéance de rationalité, où il explique que le mensonge va 4 fois plus vite que la vérité. Partant de là, si je dis 15 mensonges simultanés dans un débat, vous allez avoir un mal fou à me contredire. Et il suffit que vous ne me contredisiez pas sur un point, et je vais dire, bah, vous voyez, sur ce point, vous ne m'avez pas contredit, vous me l'accordez donc, merci. Voilà. Et en plus, si je suis meilleur bretteur formaliste à l'oral, si je parle plus fort, que j'ai une meilleure maîtrise vocale, etc., je vais gagner le débat. Peu importe que j'ai en moi un expert du sujet et les débats infinis sur faut-il se faire vacciner, pas vacciner, etc. Excusez-moi, je comprends pas. C'est le point de vue que vous défendez ou c'est un point de vue que vous nous présentez? Que je constate que si je dois former quelqu'un à la prise de parole en public, je vais lui dire, bien sûr que j'aimerais qu'on parle de morale et de vérité, mais dans l'espace d'un affrontement oratoire d'une durée courte, la vérité n'a pas elle n'a pas le temps. La vérité ne se déploie pas en 7 minutes d'affrontement oratoire face à un public. Pour moi, ça n'est pas possible. Je ne peux pas. Si on demande à quelqu'un d'expliquer pourquoi, par exemple, porter des masques ne vous étouffe pas dans la rue,
Et quand il y avait cette mythe de ça va nous causer des problèmes pulmonaires, les médecins, en 5 minutes en plateau, qui étaient des experts, n'arrivaient pas face à un polémiste chevronné en face. Ils perdaient systématiquement. Ou en tout cas, on finissait sur un match nul, une sorte de c'est votre vérité, c'est la mienne. Voilà. Mais on ne gagne pas, enfin, la vérité pure, si tant est que ça existe, ne gagne pas en 5 minutes en affrontement oratoire. Pour moi, ça, c'est pas possible. Voilà. J'interromps juste pour donner la parole. Je crois, j'ai bien vu que Pierre Chiron, vous vouliez prendre la parole, mais Dominique Dupart a une question, donc je vous laisse la poser. Et ensuite, je donne la parole à Pierre Chiron, puis on va doucement après conclure parce que c'est passionnant et on pourrait en parler des heures, mais on ne va pas trop abuser de votre temps non plus. Allez-y, Dominique Dupart, si vous voulez intervenir. Plus qu'une question, oui, on voit bien avec ce que vous dites, Guillaume Prigent, qu'il y a quand même une très grande différence entre l'exercice de communication dont vous venez de nous faire une présentation et ce qu'est l'éloquence. C'est pour cela d'ailleurs que Pierre Chiron nous a parlé de vérité et ne cesse de revenir incessamment depuis le début de la table ronde à la question de la vérité et à la question des Grecs. Un exercice d'éloquence, un exercice de tribune, ça ne se fait pas devant un public, ça se fait devant un auditoire. C'est important le terme, puisque l'enjeu, c'est la question de la spectacularisation de la parole et de sa médiatisation. Et évidemment que dans le cadre d'un enseignement ou dans le cadre d'une réflexion dans une tradition rhétorique, ce qui importe, c'est la question de l'auditoire et c'est la question de la vérité en fondement oratoire de ce qu'on a à dire. Après, qu'en termes de communication, de gain et de puissance, et en termes de temps et d'efficacité ou au service d'entreprise, évidemment, toutes ces questions-là soient totalement futiles et dérisoires, on l'entend bien sûr, mais nous parlons juste de deux choses et de deux objets différents. Et je pense qu'il est très important de le signifier, notamment si des étudiants aujourd'hui nous écoutent et sont parmi nous. C'est qu'il y a une dimension éthique au sein de la tribune et de l'éloquence qui ne peut pas disparaître à la trappe au profit de la question de l'efficacité et de la pragmatique oratoire. Voilà, ça c'est mon premier point. Voilà, c'est intéressant. Le deuxième point, c'est pour revenir sur l'ensemble des prises de position des inspecteurs et des professeurs que j'ai trouvé absolument passionnante, puisqu'on voit bien que sur l'espace public aujourd'hui, il y a des formes de prise de parole qui sont concurrentes, tout simplement. Là, on l'a bien vu avec Guillaume Prigent, c'est une forme de penser l'éloquence et la tribune qui est concurrente de la tradition rhétorique, de la même manière que la tradition du cinéma américain fait la propagande d'autres types de formes oratoires, notamment avec le stand-up, etc. Et toutes ces formes de parole ne s'accordent pas. Et donc, j'imagine qu'évidemment, quand la question de l'enseignement se pose, la question du discernement et de la discrimination entre ces différentes formes de prise de parole est absolument fondamentale. Et c'est pour ça que vous entendre discuter et penser en action la manière comment on puisse penser cette discrimination et cette distinction est pour moi passionnante, absolument passionnante. Et le troisième point, c'est pour répondre à Alain Vaillant, qui est sans doute parti, et qui disait, oui, bon, il y a les Grecs, il y a les Romains, mais aussi la fin du 19e siècle. Et puis, pour revenir aussi au sujet du colloque, qui est proprement la question de l'éloquence révolutionnaire. Voilà, puisque de glissando en glissando, nous sommes arrivés à parler de comment parler de l'éloquence au sein de l'institution républicaine, alors que l'enjeu, au départ, est celui de la mise en crise de tous les signes, pour moi, avec l'éloquence révolutionnaire, proprement ce qui fait la révolution. Donc, comment conjuguer au sein de la République, au sein de l'enseignement de la République, l'origine de la République, qui est une origine révolutionnaire, et l'enseignement d'une parole en tant qu'elle est institutionnelle. Et je crois que face aux étudiants, face aux élèves, ce sont des enjeux très importants. En quoi parler peut être synonyme d'une transgression d'un ordre qui nous est imposé.
C'est ce que pensaient les républicains de 1848. Ils mettaient à distance l'éloquence, ce qu'ils appelaient l'éloquence érudite, au profit d'une expérience de la parole démocratique, des gens qui n'étaient pas éduqués, mais qui avaient une éthique de la parole. Ils opposaient l'éthique de la parole à la tradition rhétorique des érudits. Est-ce qu'aujourd'hui, les étudiants ou les élèves dans le secondaire ne sont pas face à ce type de dilemme entre un modèle scolaire qui leur est proposé au sein d'un champ scolaire et auquel ils ne donnent plus de croyances, pour lesquels ils n'ont plus de croyances, et d'autres modèles efficaces, pragmatiques, dont nous parle Guillaume Prigent et qui sont prédominants dans la société politique. Voilà, je me tais, mais enfin, vous voyez, vous avez compris que le sujet me passionnait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention qui permet de remettre un peu en perspective tout ce qui a été dit. Et est-ce que, du coup, Pierre Chiron, je vous laisse la parole. Oui, je vais être très rapide. Je pense que mon petit livre, je l'ai appelé « Comment faire de l'élève un citoyen », pas « Comment faire de l'élève un orateur ». Et je crois que le problème, c'est la disproportion entre les compétences de l'orateur et les compétences du public. Pour être tout à fait concret, je crois qu'il y a un lien direct à établir entre le succès d'un Donald Trump, qui a du talent, il faut le reconnaître, et le pourcentage de créationnistes aux États-Unis. Il y a un problème d'ignorance collective, d'obscurantisme, qui est aux États-Unis malheureusement massif. Alors, évidemment, un bon entendeur pour ce qui nous concerne. Deuxièmement, je m'inscris un petit peu en faux sur l'idée que ce qui nous viendrait de l'Antiquité est idéalisé. Je viens juste de mettre la dernière main avec Vincent Azoulay à l'introduction d'un gros volume qui va paraître aux Belles Lettres, qui est l'intégrale des discours de Démosthène, en traduction. Mais écoutez, il y a des moments extraordinaires, mais il y a aussi de la rhétorique tout à fait ordinaire, tout à fait, j'allais dire, crapoteuse, avec les laideurs, les petites ruses, etc. Il n'y a pas que du Démosthène. Donc, nous avons des corpus de la rhétorique réelle qui pourraient encore nous inspirer. Troisièmement, l'histoire de la fin de la rhétorique, effectivement, c'est un dossier au XIXe siècle français, enfin européen. Les choses sont décalées, en particulier avec les pays anglo-saxons. Je crois que c'est un dossier à instruire. Alors, il y a des travaux très intéressants de Françoise Douay. Moi, je citerai simplement Jules Vallès. Cet enseignement a fait crever d'ennui. Il était tellement sclérosé, et c'est une menace, je veux dire, qui pèse sur tous les types d'enseignement à toutes les époques. Et ce n'est pas spécialement la rhétorique qui est en cause. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Et du coup, alors je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres remarques, mais il est quasiment 18h, donc ça fait presque 1h30 que nous parlons de ce sujet passionnant. Je ne sais pas si peut-être Olivier Barbaron, vous voulez réagir par rapport à ce qui a été dit, et ce sera un petit peu la conclusion, je pense, si vous en êtes d'accord, sauf si vraiment quelqu'un veut ajouter quelque chose, pour pas qu'on déborde trop. Je voulais avoir le plaisir d'échanger, je ne prétendais pas au statut de maître de la conclusion. Ce qui vient d'être échangé, moi, m'éclaire vraiment, et pardon de le dire, mais me rassure sur mon titre, c'est bien l'enjeu, l'éloquence ou le bagou qui est au cœur de notre discussion. Et je dois avouer mon effroi à l'idée que nous pourrions prendre pour modèle, et évidemment nous ne le ferons pas, la capacité à tricher avec la vérité, à tricher avec une parole en recherche de sa vérité, en apprenant à des élèves du secondaire. Alors, s'il faut le faire pour des communicants, très bien, parce qu'on leur apprend la communication. Mais en effet, ce ne sont pas ces cadres de communication qui doivent jouer dans un enseignement qui doit essayer d'approcher la vérité par le langage et d'essayer de dire une vérité à soi dans un sujet donné. Ça, je crois que c'est vraiment très, très important. Et je crois que l'alerte mérite de continuer d'une certaine façon à être donnée devant la prégnance d'un certain type de mode de fonctionnement et d'exercice qui vont à l'encontre de l'enjeu. Là où j'aurais une hésitation et une interrogation, c'est devant le fait que nous parlons du citoyen. Je m'interroge sur le distinguo très subtil et très juste, je crois, fait par M. Chiron, qui m'éclaire un peu sur ce avec quoi nous devons armer nos élèves, qui ne sont peut-être pas certainement pas en tout cas, des compétences de communicants, mais sans doute des capacités rhétoriques et des compétences rhétoriques qui permettent de décoder au moins le discours vertigineux de certains orateurs. J'avais juste une remarque, mais qui est peut-être une remarque un peu mélancolique. Lorsque M. Chiron disait que l'épidictique n'est pas mort, l'exemple qu'il nous cite, c'est Malraux. Oui. On ne peut pas exactement dire que cet exemple… Obama.
Obama serait déjà mieux, mais d'un autre registre et d'une autre culture. Essayons d'être français. Je dirais volontiers que nous avons des preuves d'une rhétorique politique encore agissante et qui ressemble à cette rhétorique politique chez Madame Taubira, par exemple. Mais je dois reconnaître qu'elle fait figure un peu d'exception dans le paysage médiatique. Et lorsque les formes du discours dominant sont à ce point partagées d'une certaine manière entre ceux qui sont dans la sphère démocratique et qui devraient représenter le politique et ceux qui sont dans la sphère commerciale, industrielle, technologique, que nos dirigeants parlent, qu'ils soient des dirigeants du peuple ou des dirigeants d'entreprise, une même langue, il est très difficile d'inventer et d'élaborer la langue de la démocratie. Je m'arrêterai là, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je pense je suis vraiment désolée parce qu'il y aurait encore certainement beaucoup de choses à dire et vous avez certainement encore envie de dire des choses, mais on avait dit 1 heure, on a fait 1 heure et demie, donc voilà, je ne veux frustrer personne. Je ne sais pas s'il y a une dernière micro-intervention qui voudrait. Non, d'accord. Donc, je pense qu'on va, pour conclure, donc merci beaucoup. Moi, ça m'a énormément intéressée et de parler de tout ça avec vous et de vous entendre, surtout de vous entendre en parler. Donc voilà.